Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Et nous, au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Il sera purement juridique aujourd'hui. On va parler des affaires judiciaires, du droit et de tout ce que vous avez entendu. J'ai bien voulu faire venir un professeur de droit. Ah, il est honorable député, avocat, mais il va parler aujourd'hui pas en tant qu'avocat, mais plutôt en tant que juriste, celui qui a fait le droit, qui comprend un peu ce qui se passe, Essentiellement le procès Matata, Kitebi et Kobler. On en parle aujourd'hui sur cette affaire. Professeur Chilumbai, bonjour. Bonjour, maître Christian. Ça fait très longtemps, cher professeur, qu'on n'a pas eu le temps de nous voir et surtout de discuter sur des grandes questions d'actualité. Bon, parfois nous on est un peu plus avec la base. Oui, très bien. Alors, cher professeur, d'abord la question. Je vais vous poser des questions de façon innocente pour que vous puissiez comprendre ce que les Congolais disent. Les Congolais disent qu'ils ne comprennent plus rien dans cette affaire de droit au Congo. On ne sait plus qui est justiciable où et comment ça se passe. La Cour constitutionnelle, sur cette affaire de Matata, la saisine de l'Assemblée nationale pour l'affaire des Matata, le Sénat pour l'affaire des Matata, le procureur de l'affaire des Matata. Alors les gens veulent savoir exactement, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'abord de juridiction et de leur saisine au Congo? Non, il n'y a pas de problème parce que nous avons un cadre légal bien élaboré. C'est vrai qu'il y a des lois qui ont été élaborées mais qui nécessitaient des mesures pratiques de mise en œuvre hein, et qui ne sont pas encore parachevées et que à un moment donné, ça semble donner l'idée d'un problème de logistique, c'est-à-dire que
les lois elles-mêmes n'auraient pas été probablement bien conjuguées pour que ceux qui les exercent, ceux qui les utilisent sans autant de difficultés. Mais sinon, les questions de compétences de juridiction sont des questions plus ou moins clairement établies et que c'est en vertu des lois que ces questions sont parfois en discussion devant les juridictions. Alors, prenons le cas Matata. Cher professeur, nous avons tous appris ici la demande du procureur général de la République. D'abord, on demande à l'Assemblée nationale, et puis après, on va aller au Sénat, et puis il n'y a pas eu congrès, il n'y a pas eu finalement le congrès, c'est ce qu'il demandait pour un ancien Premier ministre. Après, c'était dans tout le sens. Finalement, à partir de quel moment on s'est écarté de la procédure? Est-ce au niveau de la saisine de la Cour constitutionnelle ou au niveau des actes posés par le procureur général? Bon, ça, il faut dire que maintenant, c'est un débat qui a été soumis à la Cour. Hein. Oui. Il a été un débat public et il appartient maintenant aux sages. Donc, les juges de la Cour constitutionnelle, de devoir analyser les données fournies par les parties, et chaque partie s'étant accrochée à ce qu'elle estime être la loi pour soit confirmer la compétence de la Cour ou la contester. D'une part, le procureur qui a une compréhension tout à fait aussi large de la question des compétences de la Cour constitutionnelle, qui pense que l'interprétation qu'il en fait permet à la Cour effectivement de juger. Et d'autre part, il y a eu des poursuivis, des prévenus qui estiment qu'il y a décalage entre ce qui aurait dû être fait, notamment les procédures préalables qui interviennent pour la saisine de la Cour, qui aurait été biaisée dans ce sens-là. Mais c'est un cocktail, hein, lorsque les gens vont devant les juges. Nous sommes à un niveau où c'est la Cour maintenant qui va devoir, parce que c'est elle qui connaît le droit, et d'autant plus qu'elle est le juge même par excellence d'interprétation de la règle constitutionnelle, bien que ce ne soit pas ça l'exercice auquel elle va devoir s'atteler, mais c'est le juge par excellence d'interprétation de la règle constitutionnelle. Mais c'est quand même, ça doit être quand même simple, cher professeur, que à chaque juridiction, ses compétences, et à chaque individu, sa juridiction, j'estime. Donc, à ce niveau-là, il ne peut pas y avoir une confusion. On ne peut pas amener un ancien Premier ministre dans une juridiction qui ne peut pas le juger. On ne peut pas non plus amener quelqu'un on ne peut pas non plus confondre une juridiction, surtout quand vous connaissez la loi déjà, à ce niveau. Non, il y a aussi des questions de doctrine qui interviennent. Hein. Okay. Le plus important à ce jour, c'est que toutes ces controverses ont été présentées aux juges d'interprétation. Ouais. En fait, la Cour constitutionnelle, elle a des compétences au pluriel, comme l'article 43 de la loi organique les énumère. Elle a des compétences au pluriel. En fait, ce n'est pas une juridiction qui a, comme on dit, la compétence de sa compétence, hein, comme d'autres juridictions qu'on rencontre dans d'autres pays. Vous trouverez que les lois qui fondent leurs compétences déterminent, par exemple, que en cas de non-compromis sur la compétence, la Cour est juge de sa compétence. Mais ici, ce n'est probablement pas le cas parce que les compétences de la Cour sont des compétences d'attribution. Ce qui est vrai, c'est que la Cour n'irait ni à gauche ni à droite, elle va dire exactement le droit tel que elle doit le dire. Il n'y a pas, à mon avis, péril en la demeure, dans ce sens que la haute cour sait à quel exercice, par exemple, elle se livre. C'est une cour de légifération, si je peux dire ça, parce que elle rend des arrêts, parfois des arrêts des principes qui restent ainsi figés, qui ne sont pas que de simples jurisprudences, mais qui vont devoir orienter toutes les autres juridictions. Là, la question se complexifie un peu, dans ce sens que, d'une part, vous avez le personnage de Matata, qui est le personnage, si je peux dire, central, qui fait que la Cour ait été intéressée, qui lui soulève deux exceptions de son statut actuel
alléguant par exemple qu'il n'a plus le privilège juridictionnel qui le mettrait, parce que c'est un privilège, c'est en fait un honneur que d'être justiciable de la Cour constitutionnelle. Toi et moi, nous cherchons peut-être ça, nous ne trouvons pas. Alors, lui estime qu'il n'a plus ce grand mérite que la République lui avait conféré parce qu'il exerçait des fonctions de Premier ministre, et donc il refuse ce privilège qu'il dit ne pas vouloir garder ou il ne veut pas en jouir sans n'être plus Premier ministre. Mais de l'autre côté, vous avez Monsieur Kitebi, qui lui aussi, il pose les pommes de ces termes, dans ce sens que il dit être à la cour de suite de Monsieur Matata, qui l'a appelé, parce que n'eût été la présence de Monsieur Matata, lui, Kitebi, ne serait pas invité à ce procès-là devant cette cour. C'est comme j'ai dit, un cocktail qui est très important, qui va permettre à la cour d'exprimer ses grandes compétences encore qu'elle en détient. Autant c'est l'une de cours les plus éclairées que le pays a connues, une cour composée strictement de grands scientifiques. Alors, avant de parler du cas Kobler, je reviens d'abord sur la juridiction. Dites-nous, cher professeur, est-ce que les poursuites judiciaires s'articulent sur les faits ou sur les individus? Non, nous avons en fait trois types de compétences. Okay. Nous avons la compétence qu'on appelle territoriale. Lorsque vous êtes en matière, par exemple, pénale, ça indique le rattachement de la compétence d'une juridiction par rapport au lieu où l'infraction a été commise. On parle de la compétence territoriale. Donc, c'est le territoire qui est le facteur de rattachement de la compétence de la juridiction. Il y a la compétence personnelle. La compétence personnelle, comme d'ailleurs son nom l'indique, c'est par rapport à la personne. Donc, la juridiction se détermine compétente de connaître d'une question parce que les critères précis qui s'attachent à une personne font que cette personne-là relève de la compétence d'une juridiction X. Moi, par exemple, comme professeur d'université, il y a une jurisprudence de la Cour d'appel de Mbujimayi qui est d'application presque générale, et puis l'ordonnance d'équivalence des grades dans la fonction publique qui fait de moi un directeur de l'administration publique. En cela, comme directeur de l'administration publique, si je commets une infraction aujourd'hui, même si par son taux de peine, c'est une infraction qui relève du TRIP, du tribunal de paix, je serai donc, parce que je suis bénéficiaire d'un privilège de juridiction, je serai donc déférable à la cour d'appel. C'est elle qui va me juger et m'appliquer des sanctions prévues par la loi. On parle d'une compétence personnelle. Maintenant, il y a une compétence matérielle. La compétence matérielle, elle porte sur le fait que la juridiction de la cour se détermine par rapport à la matière en discussion. Okay. Le fait, donc, lorsque vous prenez la matière en discussion, lorsque vous prenez des questions commerciales, c'est le tribunal de commerce, parce que la matière, elle est commerciale. Si vous prenez des questions, par exemple, liées aux droits des enfants, c'est le tribunal pour enfants. Ça, c'est la matière. Donc, la matière détermine le juge compétent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as, par exemple, constaté que M. Grobler n'a pas, lui, évoqué les mêmes motifs que M. Matata et Kitebi pour dire que la Cour serait incompétente, mais lui a évoqué un motif d'ordre matériel, parce que même dans l'accusation, le ministère public estime qu'il établit cette compétence ou cette accusation par rapport à l'élément matériel. L'élément matériel ici, c'est quoi? Il estime que c'était en fait un contrat de marché public, qu'il y a eu des détournements qui vont donner lieu à un procès pénal. C'est en fait de cette façon-là que les compétences des juridictions sont établies. Très bien. En l'espèce, donc, la Cour alors, comme on a compris, est principalement saisie sur base d'une compétence
personnelle parce que elle estime qu'elle est juge du Premier ministre Matata et que les autres, les deux, ils sont appelés comme complices ou Je veux bien. Mais la question fondamentale ici, parce que vous avez touché la chose, du moment où la personne n'a plus la qualité ou ne remplit plus les critères, parce qu'il s'agit là, par exemple, sur le cas Matata, la conscience est claire, la Cour constitutionnelle est le juge du président de la République et du Premier ministre. On n'a pas parlé des anciens Premiers ministres, on dit du Premier ministre. Est-ce que le jour où vous cessez d'être Premier ministre, continuez-vous toujours à bénéficier de ces privilèges-là? Est-ce que vous êtes toujours justiciable au niveau de la Cour qui autrefois était votre Cour naturelle, ou vous descendez dans à notre niveau? Bien, dans le passé, il y a eu de jurisprudence plus ou moins contradictoire. Hein. Tantôt des juges qui ont eu à affirmer que c'est le juge du moment de la commission de l'infraction qui est compétent, tantôt les juges qui ont eu à affirmer que c'est le juge du moment de la justiciabilité, donc du moment que la personne est portée devant les tribunaux qui est compétent. C'est très intéressant pour le chercheur, que nous sommes pour les juristes, ce que la Cour va devoir en faire, parce que là, vous êtes en face du sommet de la hiérarchie juridictionnelle. Lorsque la Cour va décider, par exemple, que c'est plutôt tel moment ou tel autre moment, ça va plus ou moins devenir ça l'application cohérente de cette compréhension des choses. Et donc la Cour a tout intérêt. Les attentes qui sont maintenant du côté de la Cour constitutionnelle portent plusieurs intérêts qui ne sont pas que des intérêts juridictionnels, mais bien désormais aussi des intérêts en termes jurisprudentiels, mais aussi en termes scientifiques et pratiques, parce que ça mènera sûrement à ce que beaucoup de syllabus à l'université soient enrichis, soient modifiés pour que certaines choses qui ont été jusqu'ici enseignées changent. Très bien. Eh bien, la Cour, elle est constituée de très, très grands praticiens de droit. C'est des gens qui sont restés dans une certaine doctrine pendant de très longues années, devant plusieurs juridictions. Je crois que l'orientation qu'ils vont donner de cette discussion sera plus ou moins celle qui a été majoritairement suivie jusqu'ici, et ça va suffisamment nous édifier. Alors, on va revenir sur une toute petite affaire. C'est le premier jour du procès. Le juge, professeur Kalouba, a fait comprendre à un autre avocat, Laurent Onyemba, que la procédure au niveau de la Cour, elle était différente de la procédure au niveau des juridictions inférieures. Je vous pose la question en tant que professeur de droit. Avait-il raison ou avait-il tort? Non, il n'a pas dit que la procédure est différente. Il a plutôt insisté sur un aspect qui est un aspect, à mon avis, de prestige. Lorsqu'il pose en principe que devant les hautes cours, c'est la haute cour, c'est la plus haute cour, la procédure est menée par la cour. Par la cour. Lorsqu'on dit que la procédure est menée par la cour, ça ne signifie pas que la cour élabore des règles en cours de procédure. Ça signifie plus ou moins que c'est une structure très éclairée, qu'elle n'est pas amenée à prendre ou à lever des mesures qui soient de nature fantaisiste pour donner lieu à des discussions inutiles devant la barre. Lorsque la Cour prend position en cours d'instance, on juge que c'est une position, c'est la plus réfléchie des positions qu'un juge pouvait prendre en cette circonstance-là. Et donc, il faut évoluer avec, parce que c'est elle qui mène le débat. Voilà un peu la compréhension de cette expression-là. Ça ne signifie pas que la Cour invente le droit en évoluant. Il y a même des gens qui ont tenté d'assimiler ça à du mépris ou à de l'insulte. Non. Parce qu'il a dit, il avait quand même dit les avocats d'un certain niveau. C'est des petits colibés. Mais oui, moi, je crois que c'était, que le président a même indirectement encensé Maître Onyemba en lui disant que
tu es un avocat de haut niveau parce qu'il le connaît et que il sait que pour les avocats du niveau qui est le sien, c'est très facile de comprendre ça. En fait, il a encensé, contrairement à ce que j'ai vu même dans une certaine presse, que ce serait une humiliation ou du mépris à l'endroit de Maître Onyemba. Alors, cher professeur, Maître Onyemba, c'est bon, en fait, c'est un collaborateur scientifique du président Kalouba, du professeur Kalouba, de Maître Kalouba. Alors, je ne vois pas un maître qui aurait formé un disciple de cette trempe-là. C'est donner le luxe de les dénigrer à la place publique. Alors, cher professeur, il y a une autre affaire assez importante d'ailleurs, c'est la présence des 3 personnes que nous avons vues à la Cour constitutionnelle. Monsieur Matata, Monsieur Kitebi et Monsieur Kobler. Est-ce que pouvez-vous nous dire exactement ce qu'ils font, ce qu'ils représentent là-bas, par rapport à leur qualité? Est-ce que pouvez-vous nous donner d'abord un peu l'idée de leur présence là-bas? Oui, M. Grobler, c'est l'administrateur gérant de la firme, la multinationale sud-africaine Africom Commodity. C'est cette firme qui est venue ici investir dans le cadre du projet Bukangalonzo. Alors, en fait, il y a un mot qui est sorti là-bas, c'est pas bénin. Il y a des mots comme ça, parfois, avec lesquels nous sommes très habitués. Mais il arrive des moments que lorsque les gens les entendent sous une autre, ou sous leur perception vraie, ou dans leur entendement vrai, ils ont tendance à croire que c'est un nouveau mot. Il y a au centre de l'affaire le mot investissement, investir. Donc, la firme, elle est venue investir ici dans le cadre des activités agro-industrielles dans Bukangalonzo. Lorsqu'elle est venue, elle est venue d'abord comme partenaire du gouvernement pour la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Donc, l'État congolais devrait donner l'argent, et l'État seul, l'État verse l'argent, mais la firme Africom Commodity, gérée par Grobler, elle donnait ce qu'on appelle en droit le KNOO, le savoir-faire. Et dans ce savoir-faire, le contrat qui avait été signé était un contrat agréé au Code congolais des investissements. Voilà un peu, c'est ça même toute la différence entre ce qu'on appelle communément les marchés publics et les contrats d'investissement. Pour les marchés publics, il y a ce qu'on appelle la soumission, un cahier de charges qui est déposé. Et lorsque vous gagnez le marché, vous travaillez pour la satisfaction d'un intérêt général. L'intérêt général, c'est pour répondre aux besoins ou aux obligations de l'administration publique. Cette fois-là, l'administration publique a des pouvoirs précis sur ce que vous faites. Ce qu'on appelle les prérogatives exorbitantes de puissance publique. Ces prérogatives exorbitantes de puissance publique, c'est celles qui veulent, par exemple, que toi, la société qui travaille, par exemple, la route pour l'État, tu n'es pas égal à l'État. L'État, il est au-dessus parce que il est la puissance publique. Il te contrôle, il a le droit de modifier le contrat de manière unilatérale, sans t'associer. Il a le droit de te punir et en cas de mauvaise exécution, en cas de non-exécution ou en cas de manquement quelconque à l'exécution, négligence. Et cela permet à l'État d'utiliser tous les instruments juridiques et les pouvoirs à sa disposition. L'armée, la police, la justice, pour obtenir la correction qu'il veut infliger. C'est un contrat de marché public. Donc toi, tu as soumissionné sur base d'un cahier de charges et puis tu as gagné le marché. Mais voici ce qui se passe dans l'hypothèse de Bukangalonzo. L'homme qui vient pour l'investissement ne répond pas à un appel d'offres. Il vient plutôt avec une idée, un projet pour dire je viens investir. Maintenant, l'État va apprécier, pas en vertu de la loi sur les marchés publics, mais en vertu du Code congolais des investissements. Le Code congolais des investissements, c'est la loi de mise en œuvre de la Convention CIRDI. La Convention CIRDI,
c'est la Convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements qui a été signée en 1965. Nous, la RDC, nous avons signé cette convention, nous avons ratifié cette convention-là en 1970. Et donc, aujourd'hui, en application de l'article 215 de la Constitution de la République, cette convention-là, non seulement que c'est une loi congolaise que nous devons appliquer comme toutes les autres lois, mais aussi qu'elle est supérieure aux lois de la République, y compris à la Constitution, lorsqu'on l'applique dans des relations entre deux États. Mais si nous l'appliquons ici dans des relations internes, elle est comme une autre loi ordinaire, inférieure à la Constitution. Mais lorsqu'il s'agit de l'appliquer aux relations avec des étrangers, elle est supérieure à la Constitution. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre par là. Donc maintenant, lorsqu'on vient pour réaliser une activité ou un travail donné dans le cadre du Code des investissements, les procédures sont différentes des procédures qui sont suivies dans le cadre de la loi sur les marchés publics. C'est de cette façon-là que, lui, lorsqu'il est venu ici, il a soumis son projet à l'ANAPI qui est l'Agence congolaise de protection des investissements. Et c'est aussi un service public qui a été créé par la RDC en exécution de la convention CIRDI, signée à Washington en 1965. Alors, lorsque vous prenez l'ANAPI, vous prenez le Code des investissements, c'est un service et une loi qui diffèrent d'autres services et d'autres lois parce que cette loi-là et ce service doivent se faire ou doivent fonctionner conformément à la convention, au traité international de la convention CIRDI et non conformément à nos lois locales parce que c'est une loi qui nous met en phase avec d'autres États. Et lorsqu'il est venu, il a déposé son projet au CIRDI pour demander si on pouvait agréer ce projet-là. Plutôt à l'ANAPI. L'ANAPI a agréé le projet. Et lorsque le projet est agréé, le Code des investissements exige que l'on prenne un arrêté interministériel qui indique les modalités d'exécution du projet. C'est dans ce sens que un arrêté interministériel avait été signé entre le ministre de l'Agriculture, le ministre de Développement Rural, le ministre de Plan, 4 ministres ont signé un projet interministériel pour agréer, ont signé un arrêté interministériel pour agréer le projet de African Commodity. Et c'est ces arrêtés-là qui font que lorsque vous les avez, vous exécutez donc une activité qui est différente d'une activité menée en fonction de la loi sur les marchés publics. Alors, quelle est la différence? Dans la loi sur les marchés publics, l'État est supérieur à l'investisseur. Mais dans la loi sur les investissements, l'État est égal. Donc, Grobler et l'État congolais sont sur les mêmes pieds d'égalité. C'est comme ça que lorsque vous lisez l'article 6 de cet arrêté interministériel, la République démocratique du Congo s'engage à respecter les droits de l'investisseur. Quels sont ces droits? Le traitement juste et équitable, qui sont de principes que nous appelons les standards minimums reconnus par le droit international coutumier. Le traitement juste et équitable, le traitement national, la clause de la nation la plus favorisée, mais aussi il y a ce qu'on appelle la clause de stabilité. Clause de stabilité signifie quoi? À partir du moment que ce monsieur-là a amené son investissement en 2013 par exemple, toutes les lois que vous adopterez après ne vont pas s'appliquer à cet investissement-là. Que ce soit des tribunaux que vous créez, que ce soit des lois que toutes les lois que vous adoptez après, s'il y a la clause de stabilité dans le contrat que vous signez avec l'investisseur, pour lui, toutes ces lois-là n'existent pas. On lui appliquera seulement les lois qui existaient au moment qu'il avait amené l'investissement. Mais par contre, si les lois que vous adoptez après créent des avantages en faveur d'autres investisseurs, lui aussi va en bénéficier. Voilà un peu comment cette histoire-là fonctionne. Alors, mais ça reste compliqué quand même. Hein? Maintenant, ça reste très compliqué. D'autant plus que dans cet article 6 de l'arrêté-là, il est stipulé que s'il y a un conflit qui naît entre l'État congolais et l'investisseur African Commodity,
il va être appliqué à ce conflit-là les principes du droit international public, pas les lois internes. Donc, M. Kobler n'est pas sujet à nos lois internes. Non. C'est dit noir sur blanc en français que s'il y a un conflit entre les Grobler et l'État congolais, on appliquera les principes du droit international public. Alors, lorsqu'on dit qu'on applique à ce conflit-là les principes du droit international public, c'est ça même toute la problématique. Le droit international public, lui, ne connaît pas les morcellement du droit interne, c'est-à-dire civil, pénal, commercial, administratif. Non, non. Lui, pour lui, tout l'ensemble des lois qui existent au pays ne sont pas des lois. Pour le droit international, ce sont des simples faits. Y compris les décisions judiciaires. Okay. Donc, même la décision de la Cour suprême de justice, même la décision d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, pour le droit international, ce ne sont pas des décisions judiciaires. Ce sont des faits. Donc, il n'y a pas ce morcellement-là. C'est comme ça que cet arrêté dit, on appliquera les principes du droit international public. Voilà un peu dans quel contexte ce monsieur, lui, a investi. C'est ça son statut d'investisseur. Maintenant, lorsqu'il fallait mettre en marche l'investissement, il a signé un accord avec l'État congolais. Parce que l'État congolais participe aussi à l'investissement. Je ne sais pas si on se comprend. Très bien. Comme son investissement, il est venu, il ne le fait pas seul, ils se sont entendus qu'ils fassent ensemble avec l'État congolais. Cette fois-là, avec l'État congolais comme partenaire. D'ailleurs, égal, vous verrez que dans l'accord, l'État congolais qualifie Africom Commodity de partenaire pivot. Ça ne se fait pas dans un contrat de marché public. Donc, partenaire pivot. Et dans cet accord-là maintenant que l'État va signer avec Africom Commodity, ils vont s'entendre de deux choses. Trois choses d'ailleurs. Première chose, l'État accepte que lui, il signe comme tout autre individu. Il ne signe pas comme État. Il renonce même à l'immunité. Ça signifie quoi? S'il y a un problème entre l'État congolais et Africom Commodity, et qu'il y a un jugement intervenu, on peut saisir même les ambassades de l'État à l'étranger. Wow. C'est ce que l'État a signé. C'est ce que dit l'accord. L'accord. Que l'État congolais a signé avec Africom. Donc, dans cet accord, moi, je ne suis pas, je ne bénéficie pas du statut d'État. Mais pourquoi? Je signe avec toi comme des individus qui signent. Mais pourquoi c'est Deuxième élément qu'ils ont convenu dans cet accord-là, l'État s'engage à ne pas intervenir de quelque manière que ce soit dans la gestion du projet Boukamaloz. Donc, je n'interviendrai pas de quelque manière que ce soit. Ce projet doit être géré comme une affaire privée de Africom et puis, il n'y a que les structures de la société qui a été créée, qui est une société anonyme, une société commerciale en fait, qui vont gérer cette affaire-là. Moi, l'État congolais et mes services, nous n'intervenons pas. C'est là que se pose le problème. Lorsqu'on dit les services de l'État, c'est quoi? Il y a aussi la justice comme service de l'État. Troisième chose qui se trouve dans cet accord, parce que c'est une règle de droit pour nous. Troisième élément qui se trouve dans cet accord, c'est que l'État congolais et Africom Commodity s'entendent. Ils disent que s'il y a un conflit qui surgit entre moi, État congolais, et toi, Africom Commodity, nous reconnaissons que nous ne soumettrons pas ce conflit-là devant les juridictions de l'État. Nous allons saisir la Chambre internationale du commerce et d'industrie de Genève. Est-ce que tu comprends? Très bien. C'est ça qui est dit dans ce contrat. Voilà les trois engagements. Oui. C'est-à-dire que si on s'arrête là, M. Grobler est différent de M. Kitebi, de commerçant. Il est différent, par exemple, de Jamal, qui était, lui, un soumissionnaire, qui travaillait sous le contrôle de l'administration publique. Grobler, lui, travaillait avec un partenaire égal à égal, qui a renoncé à l'immunité, qui a renoncé à ses tribunaux. Mais la question, c'est pourquoi avoir un contrat pareil? Je vais t'expliquer pourquoi avoir un contrat pareil. L'article 68, ça n'a pas commencé aujourd'hui, en fait. Faut pas condamner quelqu'un. C'est ça le droit même. Ça n'a pas commencé. L'article 68 de la Convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements exhorte tous les États qui ont signé cette convention-là
à adopter une loi sur leur territoire, laquelle loi a pour vocation de faire appliquer cette convention. Mais la convention, dans son article 25, dans le dernier alinéa de l'article 25, la convention CIRDI, la Convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements, la convention dit ceci: si un investisseur vient dans un pays et qu'il fait agréer son investissement dans ce pays-là, selon les conditions prévues par les lois de ce pays-là, cet investissement, la société-là, même si c'est une société congolaise, la société congolaise dans laquelle monsieur est venu mettre son investissement ne sera pas considérée comme une société congolaise. Elle sera considérée comme une société de son pays d'origine. Ça signifie quoi? En clair, Africom et Bukangalozo n'est pas une société congolaise, mais plutôt c'est une sud-africaine. société sud-africaine. C'est là que lui se pose la question. Comment le procureur général de la RDC ou l'inspecteur des finances de la RDC peut aller dans une société sud-africaine privée d'un individu pour y mener des enquêtes alors que c'est une société gérée par la comptabilité privée? Mais parce qu'il y a eu des fonds du Bien pays. évidemment, c'est une question très intéressante. Oui, oui. Il y a eu faut analyser des fonds. parce que à la prochaine, La RDC a sorti de l'argent. à la prochaine, lorsqu'on signera des textes, lorsqu'on signera des lois, il faut les signer en conséquence. Voici maintenant ce que dit l'article 38 du Code des investissements congolais. Le Code des investissements dit ceci, congolais. Si un étranger vient et qu'il fait agréer son projet d'investissement, s'il a son arrêté d'investissement, comme Africom a son arrêté d'investissement, d'agrément du projet d'investissement. Lorsqu'il a son arrêté là, la société dans laquelle il va investir, est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est le Code congolais des investissements. La société dans laquelle il va investir son affaire, même si c'est la régie des eaux. Donc, si vous agréez un investissement de quelqu'un qui vient dans la régie des eaux, dès qu'il a mis sa participation, même si elle est minoritaire, à partir de ce jour-là, la régie des eaux sera considérée par la RDC et l'autre partenaire là comme une société sud-africaine. Donc, elle ne dépendra plus des aléas du droit congolais. Voilà un peu. Alors, en plus, la loi sur les investissements va plus loin. Elle dit que s'il y a un conflit dans ce genre de choses, ce conflit-là sera réglé à l'amiable. C'est-à-dire, on discute, on négocie d'abord. Si la négociation échoue, on va saisir le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Le CIRDI à Washington. Mais si la personne qui est venue investir, son pays n'a pas ratifié la convention CIRDI, nous allons saisir la Chambre internationale de commerce et d'arbitrage de Paris. Ça signifie qu'en clair, le Code des investissements lui-même, le Code congolais des investissements, adopté par l'État congolais, a refusé que les investisseurs puissent comparaître devant les juridictions congolaises. C'est pourquoi il dit qu'en matière d'investissement, on n'appliquera pas les lois congolaises, on va appliquer les lois internationales, le droit international. Lorsqu'on refuse d'appliquer les lois congolaises, c'est ça maintenant la question qui est posée. Les lois sont créées par le Parlement. Ce sont des lois qui créent les juridictions. Les juridictions congolaises utilisent des lois congolaises. Ça signifie que si on saisit un juge congolais, c'est pour appliquer les lois congolaises. Bien sûr. Voilà maintenant la question là où se pose la question de savoir, est-ce qu'une question découlant de l'exécution du contrat d'investissement peut faire l'objet d'un jugement devant un tribunal de la République démocratique du Congo? Alors moi, je voudrais revenir un peu plus loin. Je pense que les Congolais qui nous suivent sont autant irrités et fâchés comme moi je le suis. Parce qu'on se pose la question, comment on peut faire un contrat dans ces termes-là? Comment l'État peut lui dire, je n'interviendrai pas dans la procédure tout entière, et puis même si par malheur on arrive quand même à le faire, ça ne sera pas les lois de mon pays, ce sera plutôt ailleurs, mais ça c'est un cadeau alors. En même temps, c'est l'État qui prend tous les financements du pays, comme l'affaire de Bukangalozo, on parle de plus de 280 millions de dollars investis,
Et vous imaginez que l'argent qui est investi, et vous dites même là quelque part, c'est quand même très grave, pas vous, hein, mais ce qui est dit, que même si l'investisseur est minoritaire. Même s'il est minoritaire. Mais attendez, prof, mais ça c'est scandaleux. Même s'il est minoritaire, parce que il y a eu l'affaire CEMS contre l'Argentine devant le Centre international pour le règlement des investissements. Dans la loi argentine, là, il y avait une clause similaire. Et lorsque l'Argentine a tenté de dire que non, bon, l'investissement est minoritaire, les arbitres lui ont dit non, l'investissement n'est pas minoritaire. La loi dit que si un étranger réalise son investissement au travers d'une société de droit congolais et que cet investissement a été agréé au code et à l'ANAPI, la société là sera considérée comme une société étrangère. C'est ce que dit notre loi, c'est ce que dit notre code des investissements. Donc, ce procès n'a pas sa raison d'être. Les sociétés qui ont été créées pour gérer l'affaire Bukanga Lonzo, elles sont 3. Ces sociétés sont des sociétés sud-africaines. Y compris Bukanga Lonzo. C'est sud-africain. En vertu du code congolais des investissements. Donc Bukanga Lonzo est une entreprise sud-africaine. C'est une entreprise sud-africaine. Mais qui a été financée par les capitaux congolais. Maintenant, voilà. Parlons des capitaux congolais. Oui. C'est là qu'intervient une autre démarche, à 2. Premièrement, l'État investit comme partenaire pivot, avec Africom comme partenaire pivot. Ils s'entendent de dire que Africom a un droit de péremption, un droit de préférence plutôt, de préférence. Ça signifie quoi? Comme Africom, c'est lui qui donne son know-how, hein, le savoir-faire, c'est aussi un investissement. Comme c'est lui qui donne le savoir-faire, dès que les choses vont commencer à marcher, moi, l'État congolais, je vais accepter que Africom devienne mon associé dans cette affaire. C'est ce qui va être fait rapidement. Lorsque l'État congolais va proposer à Africom de dire, maintenant ça va, nous pouvons devenir associés. Est-ce qu'on se comprend? Ils acceptent de devenir associés, et pour devenir associés, ils créent 3 sociétés SA, des sociétés commerciales. Et les sociétés sont créées pour gérer tout ce projet-là. Ces sociétés ont leur conseil d'administration, ils ont leur structure de gouvernance. C'est comme ça que lorsqu'ils signent ce deuxième accord, la République s'engage à dire que comme on a créé ces sociétés-là, moi je n'interviendrai pas comme État dans ces affaires. Moi je suis un associé comme les autres. Donc je me ferai représenter par des personnes qui vont agir comme des associés de l'entreprise. Il n'y aura pas d'aspect du droit public. Par contre, s'il y a un problème qui se crée là-bas, nous allons saisir la Chambre internationale de commerce et d'industrie de Genève. Voilà un peu d'où vient le problème. Et la Chambre appliquera quel droit? Les principes du droit international. C'est là que je te renvoie pour dire que les principes du droit international, l'un de ces principes-là, c'est celui qui veut que pour le droit international, les lois internes sont des faits. Ça signifie qu'on ne les voit même pas. On ne va pas, y compris les lois pénales. Chez nous, ici, en droit congolais, il y a le professeur Lukombe, je crois que c'est le meilleur d'entre nous sur des questions de commerce. Le professeur Lukombe a écrit son livre, Le règlement du contentieux commercial. Le tome 2 de ce livre est intitulé Arbitrage. Il explique comment ça fonctionne lorsqu'il y a des débats de cette nature. Il démontre que, en tout cas, cette question-là, c'est une question de droit interne et non de droit international. Les contrats qui sont signés entre l'État comme sujet de droit international avec un individu, un privé, on ne les appelle pas marché public, on les appelle contrats d'État. Et en l'occurrence, les contrats d'État sont soumis au droit international public et non au droit interne. Maintenant, la question pourra peut-être être celle de savoir, bon, ça, c'est des questions que le juge, dans sa souveraineté, les sages vont devoir analyser. C'est ça le fond, parce que comment maintenant différencier la mégestion
du détournement. Justement, parce qu'il y a tout ça, à l'intérieur. Et comment différencier la mégestion du détournement? C'est-à-dire quoi? Si on dit, bon, il y a une différence entre mégestion et détournement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer vers le conseil d'administration de l'entreprise, n'est-ce pas? Pour savoir si l'argent qui est perdu, c'est de la mégestion ou c'est le détournement. Ça, c'est des questions que la haute cour devra mais la question de savoir ça va nous édifier, pourquoi le contrat a été signé à ces termes-là. Est-ce une question je dirais, est-ce qu'une question qui échappe à la volonté des contractants? C'était un impératif que ce soit signé dans ces termes-là, ou il y a une volonté, je veux dire, nocive d'aller dans ces conditions-là? Parce que tout est possible. Je suis, depuis l'année 2010, je fais des recherches très approfondies sur des questions d'investissement. J'ai participé à de grands colloques en Europe et ailleurs sur la question d'investissement étranger, d'arbitrage. En fait, ici, le vrai problème, c'est que nous avons ce que nous gagnons dedans. Parce que c'est les investisseurs, lorsqu'ils viennent, c'est eux qui amènent des capitaux frais, n'est-ce pas? Grâce à ces capitaux frais, ils créent des infrastructures, ils créent l'emploi, ils prennent nos enfants et donnent du travail à nos enfants. C'est comme ça que vous voyez que le chef de l'État met beaucoup d'accent sur la question de recherche des investissements. Parce que c'est ça qui amène le développement. Parce que l'un des aspects qui caractérise les investissements, c'est la participation au développement de l'État d'accueil. C'est pour cette raison-là que, comme nous sommes des États pauvres, des États faibles, nous avons besoin de capitaux frais pour développer, booster notre développement. Il nous est demandé d'améliorer le climat des affaires. Le climat des affaires, c'est-à-dire quoi? Mettre en place des conditions qui permettent aux investisseurs d'amener leurs capitaux sans peur. Et pourtant, les investisseurs ont généralement peur de ces choses ici. L'insécurité physique, par exemple la guerre, les pillages, la guerre, ils ont peur de l'insécurité juridique et judiciaire. Lorsqu'on dit insécurité juridique et judiciaire, c'est-à-dire ils ne vont pas là où les lois sont floues, les lois ne sont pas claires, les lois ne sont pas appliquées, les décisions judiciaires ne sont pas, par exemple, appliquées, les investisseurs ne vont pas là où les juges peuvent intervenir pour entraver leurs activités. Ils ont une aversion très profonde du juge, et plus précisément du juge pénal. C'est comme ça que dans l'esprit des rédacteurs de la Convention CIRDI, il y a même le rapport des administrateurs de la Convention CIRDI qui démontre que le recours au juge pénal dans un dossier d'investissement est considéré comme de la tracasserie. Et la tracasserie, c'est ce qu'on appelle en droit des investissements des expropriations rampantes. Des expropriations rampantes, c'est-à-dire quoi? Au lieu que l'État prenne le bien d'un investisseur comme on l'a fait avec la zaïrianisation, ici, il ne prend pas. Il crée des conditions pour récupérer. Des conditions pour pousser l'investisseur à partir. Et là, il a spolié le bien. Ça s'appelle l'expropriation rampante. Parmi les conditions d'expropriation rampante, on cite souvent et systématiquement le recours au juge pénal comme rempart. C'est-à-dire que l'investisseur vient, il investit, il réalise son investissement dans un cadre juridique connu, le code des investissements. Le jour qu'il y a un problème, vous recourez au juge pénal. Voilà. Alors que le juge pénal ne va pas intervenir. Sinon, ce serait C'est-à-dire qu'on considère ça en droit d'investissement comme cela, comme des expropriations rampantes. C'est comme ça que vous allez voir que la RDC a écopé de beaucoup de condamnations dans ce domaine-là. Est-ce que dans ce domaine, vous pensez qu'il va encore écoper d'une condamnation? Non. Moi, ici, je reste convaincu que la haute cour, la haute cour, vous savez, la cour constitutionnelle, comme moi je l'appelle, c'est le juge médiateur. C'est le médiateur entre l'ordre juridique interne et l'ordre juridique international. C'est la cour constitutionnelle qui a le rôle de faire consommer la normativité supérieure internationale à laquelle nous avons adhéré. Très bien. Aux autres petites juridictions. Si tu vois le professeur Matadinenga, il écrit par exemple, il déplore le fait que les juridictions congolaises s'en fichent souvent des engagements de l'État au plan international. C'est ce qui nous met dans la condition que
toutes les fois, nous avons des contentieux à l'étranger, et ces gens-là, lorsqu'ils condamnent à l'étranger, ils ne condamnent pas à 20 000 dollars. Ils condamnent à 600 millions, à 1 milliard de dollars, et au moment maintenant de payer, nous, population, nous ne saurons pas que nous sommes en train de payer. Et les juges, les professeurs, nous ne saurons pas que l'État est en train de payer. Parce que comme on renonce souvent aux immunités dans ce genre de contrat, nous avons discuté avec toi ici autrefois de la saisie de notre ambassade à Paris. C'est-à-dire que comme on renonce souvent aux immunités, dès que vous perdez dans ce genre de procès-là, on vous a imputé 600 millions de dollars, on va trouver un avion saisi, comme les avions de Congo Airways étaient saisis à Dublin. C'est beaucoup de choses. Donc l'arbitrage. On va trouver un avion saisi, on va trouver une parcelle on saisit, on va trouver ceci. C'est en fait à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est une erreur pour l'État d'avoir contracté ce genre d'engagement? Ce n'est pas une erreur. La RDC n'est pas l'unique pays qui a contracté ce genre d'engagement. Tous les pays de l'Afrique francophone, tous les pays, je dis bien, ont ratifié la convention SIRDI. Il n'y a que le Djibouti qui était en reste, qui avait fini par la ratifier. Et aujourd'hui, c'est une convention qui réunit presque la totalité d'États du monde. Mais en dehors de cette convention, il y a ce qu'on appelle les traités bilatéraux d'investissement, que nous avons signé par exemple, nous et l'Afrique du Sud. On a un traité bilatéral d'investissement dans lequel l'Afrique du Sud et la RDC se sont entendus sur un certain nombre de principes que les deux pays doivent respecter. Ce qu'on appelle généralement les standards, donc qui sont de prestances minimum qui requiert le droit international à l'endroit d'un investissement d'un investisseur de notre pays. C'est même exactement là où se pose le vrai problème. On en a connu autant. Il y a un différend qui a opposé la Grande-Bretagne et la Grèce, ce qu'on appelle l'affaire Ambachelos généralement. Et la Cour internationale de justice avait rappelé à la Grande-Bretagne son obligation de soumettre tous les différents nés des questions qui ont une clause d'arbitrage à l'arbitre pour éviter d'impliquer son administration locale. Donc, il y a de ces choses telles que nos administrations devaient savoir que les efforts qui sont par exemple menés aujourd'hui par l'État doivent être accompagnés. C'est-à-dire qu'il faut que nous donnions un bon message qui accompagne les démarches du chef de l'État sur la scène internationale en ce qui concerne plus précisément le respect des lois que nous avons nous-mêmes adoptées dans certains domaines de vie nationale. Ça s'appelle critère de l'engagement international, ainsi que la Cour permanente de justice internationale avait expliqué ça dans l'affaire de dans l'affaire de décret de nationalité promulgué en Tunisie. La Cour avait rappelé que l'État est souverain. Il est donc souverain, que personne ne peut s'ingérer dans ses affaires. Mais lorsque l'État lui-même quitte son pays, il va souscrire un engagement international. Cette matière-là sort du domaine de sa souveraineté. Ça s'appelle critère de l'engagement international. Ce n'est plus dans le domaine réservé. Parce que les limitations à la souveraineté de l'État ne se présument pas. Mais lorsque l'État lui-même accepte les limitations à sa souveraineté, il est tenu de s'y conformer. Merci beaucoup, cher professeur, pour l'éclairage. Je crois qu'on a dépassé largement notre temps de communication. Mais pour terminer, la question, c'est vrai que les gens vont poser des questions au sujet de Bukangalonzo, et si vous acceptez de revenir pour éclairer encore l'opinion, vous reviendrez. Mais la question pour terminer cette émission, c'est une question politique. Vous êtes de l'UDPS, et même cadre de l'UDPS. Mais il se pose aujourd'hui un vrai problème. Et le professeur Vundwawe l'a même dit. Il se plaint que les arrêts de la Cour ou de certaines cours ne sont pas exécutés comme le veut la loi. Alors, la question est de savoir, vous êtes de l'UDPS, vous avez chanté État de droit, vous avez même présenté État de droit. Comment on peut avoir un État de droit lorsque les arrêts sont constamment et régulièrement violés? Maître Christian, moi je ne sais pas si on peut chanter l'état de droit là où les arrêts les décisions judiciaires ne sont pas exécutées, absolument pas, non. Il n'y a pas état de droit si l'autorité de la chose jugée
n'est pas de rigueur respectée. Mais est-ce que c'est Tshisekedi qui empêche que les décisions de justice ne soient pas exécutées? C'est son administration. Est-ce que c'est l'UDPS? Vous avez déjà, vous, entendu l'UDPS dire qu'on n'exécute pas une décision judiciaire? Ben, ça ne se dit pas. Même à l'époque du PPRD, ça ne se dit pas. Par contre, depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, les décisions judiciaires, de nombreuses décisions judiciaires en souffrance ont été exécutées. Ah, mais le profondeur, il n'a pas dit ça. Hein. De nombreuses, non, non. Avant, le profondeur, aucun juge n'avait s'était plaint sur la question. Mais là, Soufati, un juge. On ne pouvait pas se plaindre là où on n'avait pas droit d'ouvrir sa bouche. Du simple fait, maintenant seulement que le professeur Vundowe en parle, c'est la preuve que l'état de droit est une réalité. Parce qu'on ne pouvait pas en parler. Maintenant, aujourd'hui qu'il en parle, la question la plus importante, c'est de dire que près chaque haute cour, d'ailleurs aujourd'hui, près chaque juridiction presque, est attaché un parquet. L'un des rôles de ces parquets qui sont attachés aux juridictions, c'est l'exécution des décisions judiciaires. C'est ça le rôle, c'est l'un des rôles de ces parquets qui sont attachés près des juridictions. Alors, en particulier, le Conseil d'État, il a un parquet très fort, très puissant, qui a prouvé que ces décisions s'exécutent. C'est ce parquet qui a bloqué l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo pour exécuter une décision du Conseil d'État. Ça signifie que on ne peut pas aller demander au président de la République d'aller se substituer aux parquets qui sont des services publics avec tous les pouvoirs possibles. Maître Christian, ce n'est pas à toi que je l'apprends. Tu connais une seule institution dans ce pays qui a des pouvoirs comme ceux du parquet. Donc, avec tous ces pouvoirs, tous ces moyens à sa disposition, la police, l'armée et tout, comment le chef de l'État peut être jugé ou son action peut être appréciée sur des manquements de cette nature-là? Mais pourquoi il y a manquement? Pourtant des choses claires dont les responsables sont connus. Qui est responsable de ce manque? C'est le parquet. C'est le parquet qui est responsable. Si les décisions judiciaires ne sont pas exécutées, c'est le parquet. Et je suis convaincu que le président Vundowe, en parlant de cette question-là, à l'occasion d'une rentrée judiciaire, il interpellait l'ensemble du corps, non seulement des juges du siège, mais aussi des parquets attachés à ces sièges, pour leur dire qu'il faut exécuter des décisions judiciaires. J'ai vu des gens qui disent, le profondeur a interpellé le président Tshisekedi, tout ça. Je ne sais pas, au finish, les Congolais, comme des gnosologues, hein, comme j'ai entendu ça ici, des gnosologues. Les Congolais, ils connaissent tout. Non, le professeur Vundowe ne pouvait pas lancer son missile-là à l'endroit du président de la République. Il sait que nous sommes dans un système de séparation des pouvoirs, il le sait, même si le parquet n'est pas formellement du pouvoir judiciaire, mais il siège au Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire que le pouvoir judiciaire a la possibilité de régler ce problème-là loin des caméras, sans que le président de la République n'en sache. Et lorsqu'il exécute ces décisions-là, le président de la République, en tout cas, ne s'est jamais levé un jour pour dire, écoutez, mais le président Tshisekedi l'a dit dernièrement. Il l'a dit aux juges, il l'a dit aux magistrats lorsqu'il leur faisait savoir qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur action, qui était fébrile à son avis. Il leur a dit, si quelqu'un vient vers vous pour dire que je l'ai envoyé introduire son doigt dans l'engrenage du fonctionnement des structures judiciaires, arrêtez-les, mettez-les en prison. Il l'a dit, vous voulez qu'il le dise combien de fois? Donc cette interprétation qui est tout à fait juste et conséquente, je ne la vois pas avoir été adressée ni au chef de l'État, ni à l'UDPS. L'UDPS qui est ce parti qui a prouvé que les gens sont suffisamment civilisés parce que vous n'avez pas vu trop d'interférences et de trafic d'influence depuis que l'UDPS est au pouvoir. Les gens vaguent à leurs occupations
ceux qui n'ont pas des occupations officielles vagues à leurs activités privées, ils n'utilisent pas les emblèmes du pouvoir pour s'introduire dans n'importe quoi. Merci beaucoup, cher professeur. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc suivi l'émission. Si vous avez aimé, faites un message. Si vous avez des questions à poser, faites-le aussi. Et je reviendrai avec le même invité. Il répondra à nos questions. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du Gore. Fabriqué à base de plantes naturelles. Contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par